d'Edwige Chevrillon. L'enfer, c'est les autres, c'est les négociations commerciales en tous les cas. On va en parler avec Nicolas Chaban qui est à nos côtés, le fondateur de C'est qui le patron qui a la chance d'échapper à ces négociations commerciales. Bonsoir Nicolas Chaban, merci d'être là. Bonsoir. Vous êtes toujours là avec vos produits et pour cause, parce qu'une fois encore, vous êtes au top départ. Pauline Tadevin, notre expert S-Distribution. Et puis en ligne avec nous, pardon, Olivier Salomon, qui est le directeur associé chez Alice Partners, spécialiste de la distribution. On commence peut-être par vous. Bonsoir. On commence par vous, Pauline. Une négociation commerciale, c'est vraiment l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Alors c'est ce que dit, en tout cas c'est ce que disent les lobbies des industriels. C'est aussi le sens de la sortie de la ministre de l'Agriculture Annie Genevard dans le Parisien ce week-end, qui dénonçait les pratiques de certains distributeurs, qui dénonçait le chantage mortifère de certains distributeurs par rapport, elle faisait l'allusion au déréférencement, c'est pas facile à dire, de produits. On va y revenir, vous inquiétez pas. De menaces mortifères. Après, il y a l'autre côté, il y a aussi les distributeurs, et du côté des distributeurs, ces derniers jours, ces dernières semaines, on a plutôt entendu que l'ambiance était meilleure qu'avant, qu'il y avait des améliorations, que ça avançait notamment sur les discussions avec les PME et les ETI, où il y avait eu des gros progrès sur ce round-là de négociations commerciales. Michel-Édouard Leclerc, il a parlé de théâtre un petit peu, il y a encore quelques jours. C'est vrai que tous les ans, le sujet revient, mais là, il y a différentes visions de ce qui se passe dans ces négos commerciales. Et vous avez raison, parce que ce matin, vous étiez au plan stratégique, présentation du plan stratégique d'Alexandre Bompard, qui sera du reste mon invité demain soir. Il a dit, mais non, pas du tout, elle se déroule à peu près comme les autres années. En même temps, on n'a pas eu des expressions de chantage mortifère, on n'a pas eu des amendes qui ont été infligées. Il y a eu une charte qui a été signée cette année, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi intéressant, une charte de bonne conduite entre guillemets. Ah oui, mais le patron de l'ILEC me disait, donc qui représente la voix des marques, me disait, ça sert à rien. Alors, d'un certain côté, il y a plusieurs acteurs qui nous disent qu'effectivement, ça s'est mieux passé cette année, notamment pour les PME et les ETI. Mais visiblement, il reste comme des points de blocage, comme vous a dit le patron de l'ILEC hier soir. Maintenant que mon chat est parti, Nicolas Chaban, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que vous êtes un peu observateur, même si vous vendez beaucoup, puisque les produits que vous avez devant vous sont les produits les plus vendus. Vous êtes même passé devant le pot favori des enfants, de vos enfants, Pauline, le Nutella. Le pot de Nutella, alors, c'est beaucoup d'espoir. Hein. Après, ça sera Olivier Salomon qui nous dira comment lui, il voit les choses. C'est des podiums qui donnent de l'espoir aux producteurs, parce que c'est uniquement des produits solidaires que vous avez devant vous. Pour les centrales d'achat, il y a quand même deux univers. Vous avez raison, il y a deux niveaux de lecture. Mais les très grosses centrales d'achat européennes, elles négocient avec les très très grosses marques. Les multinationales, oui. Les multinationales, bon. On connaît un peu tout le monde, on essaie de rester bienveillant et encore une fois, dans notre position de consommateur, on est en droit d'avoir de la transparence et d'avoir des réponses. Mais les plus petits, nous, on ne voit jamais une centrale d'achat européenne. Hein. Les plus petits sont dans des relations nationales. Tout n'est pas parfait, mais on sent... Avec la pression des consommateurs que nous sommes, on veut savoir où va notre argent. On n'a pas envie, nous, d'être rendus complices par nos achats d'entreprises, de petites entreprises ou de producteurs qui seraient mis sous pression. Donc, les choses, on va dire, s'améliorent. Il y a encore bien des choses à revoir, mais les très grosses marques, très franchement, quand vous arrivez avec des produits où vous pouvez même quasiment pas négocier, c'est quand même pas les petits producteurs malheureux et en difficulté qui se retrouvent sous cette pression, même si la pression, c'est pas le plus bel avenir du commerce. Voilà, donc il y a quand même une grille de lecture un peu différente. Et nous, on ne négocie pas, et c'est peut-être un modèle d'avenir aussi. Pourquoi on ne négocie pas? Parce que, vous le savez, sur ces produits, je rappelle qu'on est une coopérative, merci de nous laisser montrer les produits, il n'y a pas d'enjeu financier chez nous, il n'y a pas de dividende, de sortie d'argent. Ça va tout aux producteurs. Mais regardez ce prix. Ce prix, c'est un prix voté conseillé. Nous, les consos, on dit à ce prix-là, on achètera. Arrêtez de vous faire des guerres en amont, puisqu'on arbitre au final pour que tout le monde gagne sa vie, et notamment les producteurs. Alors, vous êtes le juge de paix, ça va être vous, Olivier Salomon. Je rappelle que vous êtes directeur associé chez Alice Partners, et justement, vous êtes en charge de la distribution. Comment est-ce que vous voyez qui est responsable, qui a des marges trop élevées, qui demande trop? Comment est-ce que, s'il fallait faire un arbitre, qu'est-ce que vous diriez? En fait, c'est clairement un moment critique pour l'ensemble des acteurs industriels
et distributeurs. Pourquoi? Parce que dans le cadre de ces négociations, on va fixer les conditions commerciales et donc globalement l'année 2026 pour chacun des acteurs. Et en particulier, on fige des tarifs dans un environnement extrêmement volatile. Oui. Pour tout un tas de raisons. Et donc, ça donne lieu à des discussions sur les prix d'achat qui sont censés intégrer l'ensemble des variations des coûts qui sont sous-jacents, les coûts matières, les coûts de l'énergie, de la main-d'œuvre, etc. Oui. Et donc, chacun essaie de caler au mieux sa position pour l'année avec toutes ces variables qui sont difficiles à maîtriser. Dans un environnement qui est assez difficile, la consommation est quand même assez atone. Mais elle se sur un maintient, marché enfin, tout le monde le dit, elle se maintient quand même. Enfin bon, continuez, pardon. Exactement. Mais sur un marché où la demande est quand même largement tirée par les prix, et donc la crainte, notamment des distributeurs, est d'être dépositionnés en prix par rapport à leurs concurrents, d'où leur position souvent assez dure dans les négociations. Vis-à-vis des industriels qui, eux, essaient de tenir compte au mieux, évidemment, ils défendent leurs intérêts, mais par ailleurs, ils essaient de tenir compte au mieux des éléments d'inflation qu'ils anticipent, qu'ils connaissent, ou de déflation éventuellement. Et donc tout ça donne lieu à des discussions complexes parce que les paramètres sont complexes. Oui. Pauline Tadevin. Pour donner un petit peu les déclarations des différents distributeurs ces derniers jours, parce qu'ils sont auditionnés là les uns après les autres dans le cadre d'une commission au Sénat sur les marges justement, parce que là il y a le pouvoir public a tenté de se saisir de cette question et de voir qui est responsable le plus des industriels ou des distributeurs et qui dit la vérité ou pas sur ces marges. Ce qu'ont pu dire certains distributeurs, en tout cas leurs arguments, c'est de dire les prix de l'énergie ont baissé, les prix du transport ont baissé, il y a tout un tas de coûts qui ont baissé. Sauf le cacao a un peu baissé, mais enfin, c'était toujours la référence. Ouais. Mais le chocolat, le cacao reste haut, etc. Mais il y a un certain nombre de coûts qui ont baissé. Pourquoi on ne le voit pas dans les demandes de tarifs, dans les négos avec les industriels et c'est pour ça que les distributeurs demandent de la transparence, la fameuse disparition de cette option 3 qui permet aux industriels de ne pas livrer la totalité de leur ligne de coût dans les négociations avec les distributeurs. Ça, c'est là où la distribution reste particulièrement figée. En face, les industriels disent, nous, on ne va pas leur filer la recette, en tout cas, et on va pas leur donner, et on va pas donner surtout la recette à nos concurrents pour calquer nos marges. J'essaye de résumer, pour permettre aux distributeurs de faire des MDD et donc de nous concurrencer. MDD, c'est les marques de distributeurs, on va le rappeler. Nicolas Chaban. Vous avez dit le mot-clé pour la suite, la transparence. Vous vous rendez compte qu'on a, en tant que consommateur, je reprends ma casquette de consommateur, que je ne perds jamais, on ne sait pas où va notre argent, pourquoi un produit est un peu plus cher. On a montré, nous, sur la brique de lait, qu'on était capable d'expliquer où étaient passés les 28 centimes entre le Covid et aujourd'hui. Pourquoi tout le monde ne le fait pas? Donc, les distributeurs le demandent, les consommateurs le demandent. Il y a cette loi qui dit il faut qu'on laisse libre les prix, donc la transparence est un peu limitée par ça, mais il faut que ça change. La suite de l'histoire, c'est la transparence. On ne peut pas continuer, vous avez rappelé ce qu'était une négociation. C'est un acheteur de grande surface qui est en face d'un fournisseur et qui doit imaginer que s'il ne fait pas baisser le prix, son collègue d'une autre enseigne le fera. On fait tout par défaut, à l'aveugle, et ça crée ces tensions d'ailleurs qui sont très françaises, parce qu'il y a d'autres pays où ça se passe beaucoup mieux. Il faut réviser tout ça. On a proposé, via le CESE, une remise à plat, où l'arbitre, c'est plus les uns ou les autres, c'est nous les consommateurs, les citoyens, notre bon sens, notre bienveillance. Oui, mais ça c'est bien, c'est un comportement, c'est culturel il faut changer les comportements culturels. Mais quand on regarde, parce que vous avez, souvenez-vous, c'était à Noël, Michel-Édouard Leclerc qui a dit, Ferrero, il veut pas baisser les prix, les chocolats de Noël de Ferrero seront pas référencés. Et puis là, maintenant, on voit que la grande distribution, c'est vrai, elle a cette menace de déréférencement de certains produits. Et puis de l'autre côté, il y a aussi les industriels, les grands industriels qui disent écoutez, c'est simple, à ce moment-là, il n'y aura plus d'eau Perrier, il n'y aura plus de Pepsi, il n'y aura plus, etc., etc. Olivier Salomon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, juge de paix, avec le nom que vous avez? Oui, je reviens tout de suite. Je veux insister sur le point précédent, sur la transparence, parce que c'est surprenant. Les distributeurs, souvent, n'ont pas une compréhension fine des coûts de revient des industriels.
Donc cette discussion à partir d'éléments factuels aussi transparents que possible est très utile. Sur la question des déréférencements, en fait, c'est un peu je te tiens, tu me tiens par la barbichette parce que les uns ont besoin des autres et réciproquement, parce que des industriels ont souvent des produits qui sont absolument incontournables et le distributeur ne peut pas se permettre de ne pas avoir dans ses rayons un certain nombre de produits. Ça, c'est un premier élément. Et l'autre, et la réciproque, c'est que les industriels ont besoin également que les distributeurs prennent dans leurs assortiments les nouveautés, tous les lancements de produits un peu innovants, qui sont différenciants et pour les uns et pour les autres. Il y a un côté un peu tu me tiens, je te tiens par la barbichette. Et au final, Pauline, on tombe Nicolas toujours sur ses pattes. Enfin, c'est-à-dire que des menaces de déréférencement, c'est pas depuis 2 mois et demi que ça se passe. C'est-à-dire tous les ans, à la même époque, c'est le même, voilà, c'est le même sujet. Tous les ans, on fait. Bon, là, il y a eu l'INT. Je vois même qu'en Suisse, en ce moment, ou en tout cas il y a quelques jours, il y avait ce genre de conflit entre Nestlé et Migros, le distributeur local. C'est-à-dire, d'ailleurs, en plus, il n'y a pas que chez nous. C'est-à-dire que ça se passe. Je sais pas si c'est consolant, mais bon, et à chaque fois, mais comme disait très bien Olivier Salomon, d'ailleurs, les uns ont besoin des autres et voilà, c'est de la négociation, c'est de la négociation. A priori, l'INT, d'ailleurs, Michel-Édouard Leclerc disait l'autre jour, bon, il disait déjà au moment de Noël que ça allait revenir en rayon et il disait il y a quelques jours, en tout début de semaine, quand il y a eu cette déclaration de menace mortifère prononcée par Annie Genevard. Chantage même. Chantage mortifère, pardon, qu'il attendait, que là, c'était pas du tout le sujet de déréférencer, c'est qu'il attendait maintenant que ses fournisseurs lui rapportent les produits en rayon. C'est-à-dire que peut-être, voilà, chacun est dans la tente. Oui, c'est un bras de fer. C'est une norme. Alors, c'est une norme pour qui, Nicolas Chaban? C'est une norme pour les intérêts quand même des très grandes marques, des très grands groupes. Je vais essayer d'être objectif. Quand vous avez des grands produits que tout le monde recherche avec petite fierté, hein, à côté des Coca, des Cristalines et des Ricard, la brique, et merci d'en parler aussi souvent, est dans les 50 produits les plus vendus de France désormais, ce qui est assez incroyable parce qu'elle est solidaire. Ces grands produits, ils ont très peu de marge dessus. Vous achetez des produits comme Coca, Nutella et d'autres, il y a très peu de marge parce qu'ils ont un tel pouvoir. Ils savent que les gens iront dans un magasin et peut-être délaisseront un magasin où il n'y a plus ces références. On s'en souvient, Nutella, l'affaire Nutella. C'est pas très normal parce qu'il faut bien qu'ils gagnent leur vie, les magasins. Il faut payer l'ensemble des frais, les caissières et le personnel. Donc ils vont sur d'autres produits, on le voit, des produits frais. Mais on les connaît, les distributeurs. On a parlé récemment avec Thierry Cotillard, avec Alexandre Bompard. Ils n'ont pas envie d'être dans une forme d'injustice démesurée. Ils veulent pouvoir faire les choses par de la transparence. Je vous assure, on met tout à plat. On regarde ce que les grandes marques gagnent. Il y avait un comité à Bercy qui était censé... on défend les producteurs. Nous, consommateurs, on va arbitrer. Mais vous savez, il y a de la guerre, il y a beaucoup de traumatisme sur des « on dit, je ne sais pas si, il faut peut-être que ». Donc il y a une pression en fait par défaut qui est mise par principe. Mettez tout à plat, on l'a fait, ça fonctionne. Et je pense aux producteurs parce que les grandes marques qui ont ce bras de fer un peu dur, notamment avec les distributeurs, s'ils payaient bien les producteurs, on aurait une consolation. Ils défendraient de la marge pour le ramener aux producteurs. C'est pas le cas. Non. Donc nous, consommateurs, on veut s'inviter. Et vraiment, les distributeurs, on les rate pas quand il y a des choses qui ne se passent pas bien. Là, les distributeurs... face aux grandes marques, je suis désolé, les très grandes marques. Hein. Après, je parle des petites PME. Oui, ça concerne qu'un certain nombre de grandes marques. C'est tout petit. D'ailleurs, sur le volume d'affaires de ces distributeurs, Thierry Cotillard disait l'autre jour, c'est pas du tout la majorité de ce qu'ils traitent. Tout se mélange, parce que les grosses marques, franchement, là, on n'a pas de raison d'être très triste, franchement, quand en plus, ils ne payent pas les producteurs. Mais les plus petites entreprises, des gens qui se battent tous les jours, la laiterie, l'SDH, c'est pas normal qu'ils prennent la même pression par défaut. Donc il faut qu'on ait de la transparence. Tout va revenir tellement plus équilibré et nous on pourra arbitrer par nos actes d'achat. Olivier Salomon, est-ce que sur ce sujet vous voulez ajouter quelque chose? Parce que là je voudrais qu'on passe aux fameuses centrales d'achat européennes. Donc on a vu ce qui se passe avec Michel-Édouard Leclerc, avant c'était Carrefour. Qu'est-ce que vous en pensez vous, Olivier Salomon? Sur les centrales européennes? Oui, avant cible la transparence, je crois que vous êtes déjà exprimé. Oui, sur les centrales européennes, qui est un peu le sujet où on a l'impression que c'est au cœur, en tous les cas, de tous les débats. Oui, alors il y a plusieurs éléments à considérer par rapport aux centrales européennes. C'est un outil quand même assez puissant pour les distributeurs qui s'associent entre distributeurs européens dans le cadre de ces centrales pour
proposer des services additionnels, mais quelque part prélever des sommes supplémentaires auprès des industriels. Et les centrales européennes, elles peuvent avoir un rôle intéressant pour l'ensemble des parties, y compris pour les industriels. Ce qui est très difficile, c'est que les contreparties qui sont proposées par les centrales européennes, elles sont difficiles à valoriser, à mettre en œuvre et à valoriser. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que si un industriel négocie un accord avec une centrale européenne, par exemple pour du référencement, c'est-à-dire tel produit sera disponible dans l'ensemble des magasins, des enseignes qui sont associées dans le cadre de cette centrale, le fait est que les référencements restent nationaux, locaux. Donc il n'y a pas toujours une garantie d'être effectivement diffusé partout dans les réseaux de ces enseignes. Ouais. Je prends un exemple un peu simpliste, un peu trivial, mais on pourrait multiplier les exemples autour des différents services qui sont proposés par les centrales européennes. Et ça, c'est pour les multinationales, hein, les grandes centrales d'achat. Ah ben les grandes centrales, bien sûr, c'est pour les... Encore une fois, oui, mais vous avez vu hier, il s'est fait taper, enfin les centres Leclerc se sont fait taper, une grosse amende quand même de 30 millions, avant c'était Carrefour, 10 millions. C'est une dimension légale. Et puis il y a les agriculteurs qui dénoncent aussi ces centrales d'achat européennes. Ce que dit Nicolas Chaban a raison, c'est-à-dire que là pour le coup il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Le sujet des agriculteurs aujourd'hui, d'ailleurs c'est ce que disent les distributeurs, aujourd'hui il y a Egalim qui sanctifie le prix de la matière première agricole. En tout cas, ça, a priori, ce qui se passe au niveau des centrales d'achat européennes, bon, là, je vous dis ce que disent les distributeurs, c'est que d'une part, ils ne peuvent pas justement avoir assez de force pour négocier face à ces géants, ces multinationales, industriels, voilà, s'ils ne soumettent pas à plusieurs dans certaines villes d'Europe. Qu'après, ce que certains acteurs du secteur nous disent aussi, c'est qu'il faut faire la part des choses. Toutes les centrales négocient pas pareil, toutes les centrales ne sont pas à mettre dans le même panier. Quelqu'un me donnait l'exemple l'autre jour du patron de Coopérative U, Dominique Schelcher, qui était sorti d'une centrale en dénonçant ces pratiques il y a quelques mois. Il est revenu il y a quelques semaines dans une alliance avec Carrefour, la nouvelle centrale d'achat européenne qui s'appelle Concordis. C'est-à-dire que en l'occurrence, ce distributeur-là, je parle du patron de Coopérative U, a fait la différence entre des pratiques qu'il considérait inacceptables et potentiellement des pratiques qui lui vont mieux et qui sont obligatoires pour lui et un modèle dont il ne peut pas se passer pour négocier face à ces géants. Mais j'en ai parlé avec eux. Encore une fois, quand on parle de Danone, Nestlé, les très grands groupes, ils mettent la pression, mais pourquoi ? Si on était sûr, encore une fois, et les producteurs, ils subissent ça, quand à un moment donné, on veut moins donner d'argent à Nestlé, il n'y a plus de Danone, il a tendance d'Activia. Danone ou d'autres, ou Lactalis, bon. Ils ont tendance à garder leur marge, leur fonctionnement, et les producteurs ne voient jamais un gramme ou suffisamment de cette rémunération qu'on pourrait mettre, d'ailleurs, nous consommateurs, ou que le distributeur pourrait mettre. Donc, s'il n'y a pas de transparence, il y aura toujours cette espèce d'économie par défaut, où à la fin, le producteur, on lui laisse de quoi survivre et à peine. En haut, il y a des marges qui sont un peu bloquées. Il y a une guerre où nous, consommateurs, on n'est même pas là en arbitre. C'est pas le même monde. Moi, on n'a jamais vu une centrale européenne. Oui, mais alors attendez, Olivier Salomon, est-ce que c'est pas une manière aussi de détourner la loi française, la loi allemande, etc. Parce que si c'est en Belgique, c'est pas du tout le même droit. En l'occurrence, vous avez raison d'insister sur ce point-là. C'est qu'en fait, ces centrales, elles échappent en réalité au cadre réglementaire français, et notamment les lois qui ont été passées, Egalim 3. Les fameuses lois Egalim. Alors, en toute rigueur, la loi Egalim 3 prévoit justement que on puisse appliquer le droit français pour des produits qui seraient négociés au niveau européen, mais vendus en France. En revanche, je comprends que la mise en application de ce texte est très difficile. Donc, de fait, aujourd'hui, ces centrales, elles échappent plus ou moins à ce cadre-là. Un point important. Alors, peut-être qu'on peut aussi ouvrir un petit peu le sujet. Il y avait une chose qui me disait, en fait, le sujet, c'est pas du tout les centrales d'achat européennes. Et le sujet, parce que bon, il faut que les gens qui négocient dans ces centrales respectent les règles de chaque pays. Bon, si on prend ce cadre et que ça se fait comme ça, Après, cet interlocuteur, c'est aussi d'ailleurs l'avis du ministre du Commerce et des PME, Serge Papin. Serge Papin, ça fait plusieurs années qu'il milite pour ça. Il dit le vrai sujet, c'est le calendrier, c'est le cadre. C'est ce fait qu'il y ait une date butoir
au 1er mars. Donc il faut des négociations pluriannuelles. Il souhaite des négociations pluriannuelles, comme aussi le patron de Coopérative U, et comme d'ailleurs le patron de l'ILEC dont vous parliez tout à l'heure, le lobby des industriels, disait sur le principe, moi je ne suis pas du tout opposé à des négociations pluriannuelles. Donc, il finit son propos en disant il faudrait déjà que les distributeurs commencent par respecter le cadre actuel. Donc on n'y est pas encore. Mais sur le principe et dans l'idée, il disait, moi, négocier plusieurs fois par an, pourquoi pas? Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Chaban? Non, évidemment, mais il faut, ce sont des bonnes idées, mais il faut tout remettre à plat, hein, franchement. Oui, mais à chaque fois, attendez, pardon, moi, je ne suis pas une experte de ça, mais en maintenant, évidemment, je reçois tous les grands patrons de la distribution. Chaque fois, j'entends ça. Non, mais, ça fait quoi, des années que j'entends ça et on est toujours au même point. Hein. Serge Papin, c'était en 2020. Hein. On n'y arrivera pas. Oui. Et je répète, pardon, je vais essayer de le dire encore avec tous les arguments possibles, tout l'argent dont on parle dans ces grandes centrales d'achat et dans tous les magasins vient de nos poches de consommateurs et de citoyens. Nous, grands patrons quand même du système, on veut quoi? On veut que les producteurs gagnent leur vie, on veut de la transparence, on veut savoir si les produits esquintent notre santé ou pas. Là, il se passe quelque chose. Tout le monde relève la tête en disant « Attendez, il y a une guéguerre entre tout le monde. À la fin, notre argent est utilisé pour créer ces déséquilibres jusqu'aux producteurs. Stop. » Les consommateurs vont s'inviter dans ces réunions. S'il n'y a pas dans ces réunions un arbitre, celui qui paye au final, rien ne changera jamais. Olivier, seulement là-dessus? Oui, moi je suis favorable aussi à des négos pluriannuels. On est le seul pays en Europe où on a cette contrainte de calendrier et ça a probablement pour conséquence de tendre encore plus les négociations. Les négociations sont âpres également dans d'autres pays, mais encore une fois, les acteurs dans ces cas-là savent que s'il devait y avoir des changements importants sur le marché, coût de matières premières ou autre, on a toujours la possibilité de se revoir et d'en discuter. Ouais. C'est pas le cas en France et c'est clairement source de tensions et de contraintes fortes. Juste rapidement, avant d'aborder le plan stratégique de Carrefour avec vous, Pauline Tadevin, un point peut-être pour Olivier Solomon, Nicolas Chaban, parce que est-ce que le problème majeur, c'est le seul secteur où ça existe, c'est qu'il n'y a que 3 centrales d'achat en France. Donc vous imaginez le tunnel, enfin, ou l'entonnoir. Est-ce que c'est pas là d'où vient tout le problème, Olivier Salomon? Oui, en partie. Vous avez raison, en partie. Après, on a quand même une grande diversité d'enseignes. Enfin, il y a des choses qui sont jouables. Ça joue clairement un rôle. Il y a un enjeu très fort. Ça n'existe en revanche, pour les ailleurs, industriels, il y a quand même la possibilité de jouer les différents. Enfin, il y a différentes options, quoi. C'est ça que je veux évoquer. Ouais. Nicolas Chaban? C'est pas très grave si, encore une fois, je répète, pardon de me répéter, on est capable d'avoir les informations qui vont nous faire arbitrer. Franchement, sinon, non mais souvent on a l'impression que c'est un gros monolithe et que rien ne bougera et que c'est comme ça depuis des années pour des années. Non, non, les enjeux sont tels qu'il faut qu'on protège notamment la nourriture faite près de chez nous. Je vous assure que là, pour la première fois depuis 40 ans, les consommateurs vont venir se mettre au milieu de ces négociations. On ne peut plus attendre que d'autres le fassent pour nous. Vous avez raison de dire que le juge de paix, pardon, c'est le consommateur. C'est sûr, c'est lui qui achète ou qui n'achète pas le produit en rayon. C'est vrai partout. Ouais. Un mot, Pauline Tadevin, parce que vous avez été ce matin au plan stratégique présenté par Alexandre Bompard, donc je le rappelle, qui sera notre invité demain à 18h. On a vu que le titre là en bourse, visiblement, ça n'a pas séduit. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les grandes lignes de ce plan stratégique? C'est un plan de croissance, dit Alexandre Bompard, un plan dans la continuité des autres, mais aussi dans une certaine rupture, dit-il. Alors il annonce, il promet beaucoup de choses. Pour la première fois, dit-il, c'est vrai, il donne une prévision de part de marché 25% pour son plan. Il veut 25% d'ici 2030. Avec Leclerc, dit-il, on pourrait être justement à 50% du marché à ce moment-là. Voilà, on va rester dans une discipline financière. Dans les années qui viennent, continuer le passage en franchise d'un certain nombre de magasins, continuer de tenter justement de réduire les prix grâce, dit-il, à sa centrale d'achat Concordis. Et puis il annonce aussi vraiment le déploiement de l'IA, l'intelligence artificielle à vaste échelle dans ces magasins, sur le modèle de ce que fait Walmart aux États-Unis. Nicolas Chaban et Olivier Salomon. Carrefour, on les connaît bien. Ils ont été à l'origine c'est les premiers à avoir mis ces produits solidaires en rayon. Nous, on a regardé effectivement le plan 2030. Et il y a des petites choses qui passent comme ça. C'est pas très macro. Mais par exemple,
c'est les premiers à le faire. Donc je sais pas, je vous l'annonce, mais vous l'avez peut-être vu ce matin. Les fameux produits ultra transformés, on n'en peut plus de ces produits qui nous esquintent la santé. Eh bien, ils ont décidé de mettre produits simples quand on est en face d'un produit qui n'a aucun risque de représenter un risque indirect pour nous. C'est des petites choses. La notion de transparence est importante. Ils réouvrent aussi l'idée de mettre des fruits et légumes solidaires, ce qu'ils n'avaient pas fait dans un premier temps. On a la capacité aussi, nous, consommateurs, à créer une impulsion pour qu'ils changent les choses. Je trouve qu'on parle beaucoup de la macroéconomie, mais dans la pratique du rayon et de la transparence, il y a de belles choses aussi qui se font au quotidien. Intermarché aussi, pardon, comme ça je n'ai pas parlé que de Carrefour, sinon on va croire que je suis juste dans Carrefour. Intermarché hyper intelligent, ce qu'a fait Thierry Cotillard, Christophe Chinaud. Ils avaient leur propre démarche, merci. C'est des produits qui aident des producteurs. Ils écartaient des produits un peu solidaires. Là, ils réouvrent tous les rayons en disant l'équité s'additionne à l'équité pour aider encore plus de producteurs. Et merci Nicolas Chaban. Olivier, seulement juste oui, non, c'est la fin du modèle intégré pour la grande distribution. Oui, clairement, il continue à externaliser un certain nombre de choses. Le plan est pragmatique et s'appuie vraiment sur les forces du groupe. Ce qui me fait, c'est pas tellement en rupture, c'est plutôt assez cohérent et encore une fois. La cohérence et la transparence, voilà. Merci, merci à vous tous. Merci Pauline, on vous retrouve évidemment sur ce sujet. Merci Nicolas Chaban. Merci Olivier Salomon. Tout de suite Stéphanie Colo. Bonne soirée. Le 18-19 début.